Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 50e jour de course de ce Vendée Globe. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans la journée et notamment un abandon. Et Isabelle Yoshke qui a connu pas mal de problèmes, donc on reviendra sur tout ça. Des conditions météo également difficiles. Demain normalement pas de vidéo. Sauf miracle, il n'y aura pas de vidéo demain, donc on se retrouvera le 1er janvier. Là, il y aura vidéo, ça c'est sûr, mais le 31, il se peut qu'il n'y ait encore pas de vidéo, que ça ressaute de nouveau. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Bah, ça sert à quoi la petite cloche? Comme ça, vous saurez que ce soir à 21 h, il y a une vidéo top 10 cyclistes fin de saison qui sort. Et pour la plus mauvaise des vidéos qui sortira avec les déceptions de l'année, si je ne me trompe pas, dans l'ordre, hein, parce que j'ai fait ça hier et c'est un petit peu en fin de journée, donc c'est un petit peu compliqué. J'ai mis en ligne les 3 vidéos d'un coup, ça a été dur. L'avantage également, c'est que comme ça vous pouvez savoir également les vidéos biathlon, le Dakar, enfin voilà, le programme qui va être alléchant, très alléchant ce mois de janvier. Ça me fait même des petits nœuds à la tête pour tout vous dire, parce que je ne sais pas comment je vais réussir à caler tout ça. Si vous avez les moyens, que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et on commence tout de suite avec la situation météo. Loin d'être évidente, hein, vous voyez, c'est très mou. Alors vraiment le mot mer d'huile, regardez la vidéo de Johan Richomme, c'est vraiment ça le mer d'huile, hein, avec son lever de... un coucher de soleil ou un lever, je ne sais plus, du côté de Johan Richomme, mais c'est vraiment ça, ils sont collés. Voilà, collés, il n'y a pas grand chose. Vous voyez que le vent, eh ben, il s'éloigne de plus en plus, le vent fort. Donc ça va être compliqué. Vraiment dans les jours à venir, ça va être très très difficile. Je pense que le jour de l'an va pas être un moment sympathique pour les bateaux de tête. Pourquoi? Parce que y a Sébastien Simon qui se rapproche. Parce que lui, il a un peu plus de vent pour le moment, même si là aussi ça va se calmer hein, dans les heures à venir. Et toujours cette difficulté de la remontée de l'Atlantique, mais on y reviendra quand on parlera du classement. Derrière, c'est pas beaucoup plus simple parce qu'en fait, à part Thomas Ruyant qui a retrouvé un petit peu de vent, derrière, ils sont coincés à côté des îles Falkland. Donc là, c'est très compliqué, alors que donc là, c'est dur. C'est dur également pour ce groupe-là. De nouveau pour Jérémy Bayou, Nicolas Lunven, parce que ils se sont fait rattraper, notamment par Paul Meillat. Mais en fait, tout le monde les a rattrapés. Ils n'ont jamais réussi à s'échapper véritablement pour rentrer dans le top 5. Ces deux-là, ça a toujours été compliqué. Ils ont eu vraiment des conditions de mer, enfin dans les mers du Sud, mais ça a toujours été très dur pour eux. Ils n'ont jamais eu des conditions idéales. Et encore une fois, comme je le répétais, mais sur ce Vendée Globe jusqu'à maintenant, c'est les concurrents de tête qui ont toujours eu des situations plus positives que les concurrents de derrière, sauf maintenant, où ça va peut-être aider Sébastien Simon à remonter un petit peu. Donc le Cap Horn, vous avez Yannick Bestaven, mais qui a abandonné. On reviendra pourquoi il a abandonné tout de suite. Et puis, vous avez le duettiste Dutreux-Kremer. Dutreux est placé devant Kremer, qui eux vont être poussés par la dépression, normalement jusqu'au Cap Horn. Donc, il devra avoir même une fin de front hein, pour le Cap Horn, mais il devrait avoir du vent pour passer le Cap Horn. Ça devrait être le cas également pour Samantha Davis. Si on avance à 2 jours, hein, ça devrait passer le Cap Horn pour le 1er janvier. Ça va être un beau passage de nouvelle année, hein, normalement, hein, pour ces petits camarades-là. Et puis derrière, je pense qu'il y aura encore une dépression à laisser passer pour le groupe Jean Le Cam, qui revient très fort sur Athanasio et Damien Seguin. Sur ce petit groupe-là, hein, là j'entoure, sur ce petit groupe-là, il y aura encore des petits fronts à passer parce qu'ils sont au point Nemo. Donc je pense qu'ils auront encore un front ils vont se faire encore traverser par un front, je pense au moins, avant d'atteindre le Cap Horn. Mais là c'est encore un petit peu compliqué pour le dire. Et puis derrière, Benjamin Ferré et le petit groupe, toujours du vent extrêmement peu important. Tout le monde est un peu serré parce que il y a cet anticyclone qui est quand même vraiment sur la zone de course.
et qui les gêne énormément et qui veut pas avancer, qui veut pas avancer extrêmement vite. Donc ils sont vraiment bloqués entre la ligne de zone d'exclusion arctique et cet anticyclone. Donc faut pas monter trop nord, parce que plus tu montes nord, plus tu peux tomber dans la molle vraiment et dans la pétole et passer de longs moments dans cette situation là et te faire dépasser par tout le monde. Et en même temps tu peux pas descendre très sud, parce que sinon tu rentres dans la zone d'exclusion arctique, et je peux vous dire que c'est vraiment pas le moment où il faut avoir un problème électrique, un blackout, parce que là ça peut vraiment vous mettre en grande difficulté. Donc ça doit être vraiment la peur qu'ont tous ces concurrents-là, avec des conditions de mer qui sont plutôt raisonnables pour eux. Jean Le Cam a de la mer à 4 mètres, 5 mètres, mais il avance très très vite. Et puis devant, ça avance pas mal aussi. Là, derrière, c'est des conditions de mer qui sont vraiment idéales, avec une mer assez plate, ce qui permet à Kogiros, Shiraishi, Arnaud Boissière d'aller assez vite. Derrière, on retrouve Oliver Air, toujours dans des situations de vent compliquées. Là, il va tomber dans une zone de molle dans les heures à venir. Donc 24 prochaines heures qui risquent d'être un petit peu compliquées, comme pour Antoine Cornic. Là aussi, qui ne doit pas avancer trop vite, Antoine Cornic, parce que sinon il se retrouve délaissé par le front. Donc il faut qu'il essaye de garder le front le plus longtemps possible. Mais ça va pas être évident. Alors que derrière, le petit groupe Amedeo Cousin, ça se passe plutôt pas trop mal en ce moment du côté des conditions de mer. Vous voyez, ça avance même bien, 315 000 d'un côté, 324 de l'autre. Et puis Jing Kunshu, le chinois qui est pas mal. Et derrière, Denise Van Winberg à 261 000 qui a reperdu du terrain par rapport aux deux petits camarades devant. Bestaven, donc on va revenir. Bestaven, abandon. Pourquoi abandon de Yannick Bestaven? Déjà son système de barre, qui est un système de plus que provisoire et qui n'était pas réparable. Ils ont beaucoup discuté avec son équipe à terre, mais son équipe à terre n'a pas trouvé de solution pour que Yannick Bestaven puisse réparer. Réparer en mer, même en faisant du mouillage vers Ushuaia, c'était juste pas possible. Et en plus, il y a le fond de coque, l'arrière du fond de coque qui est délaminé. C'est-à-dire que donc la peinture est partie, donc le risque c'est que au bout d'un moment il y a un trou qui se forme, une voie d'eau, qu'il y ait des problèmes ensuite multiples. Du côté de Yannick Bestaven, donc il était plus préférable, on va dire, de faire une escale technique à Ushuaia, et qui dit escale technique dit forcément abandon, car je rappelle, le Vendée Globe est un tour du monde sans escale. Vous avez le droit de faire des réparations, mais en mouillage, c'est-à-dire à l'extérieur des ports. Vous n'avez pas le droit de rentrer dans un port. Or, du côté de Yannick Bestaven, il va devoir faire appel à son équipe à terre, donc forcément, qui va devoir aller à Ushuaia. Donc Ushuaia, c'est tout au sud, vous voyez. C'est pas que le nom de l'émission avec Nicolas Hulot, c'est également une ville. Je crois que même vous pouvez l'avoir si vous prenez un mode sur Euro Truck Simulator. Je crois me rappeler, sur Euro Truck Simulator 2. Il y a des modes comme ça, vous pouvez avoir l'Amérique du Sud et vous pouvez aller à Ushuaia. Mais du côté de Yannick Bestaven, il n'y avait pas de possibilité pour faire autrement, donc il a fallu s'arrêter. Il veut quand même finir cette course, donc repartir en étant hors course, ce qu'avait fait Samantha Davis par exemple il y a 4 ans. Elle avait dû s'arrêter, je crois, en Australie, et elle était repartie hors course pour finir son tour du monde, mais il ne sera pas comptabilisé dans le classement. Yannick Bestaven, car encore une fois il a fait une escale et son équipe à terre va l'aider pour réparer, et ça c'est s'il peut réparer, parce que sinon ça va être la solution cargo, et autant vous dire que ça va coûter bien cher, parce que Chili, pointe du Chili, Sable d'Olonne, et c'est même pas au Sable d'Olonne qu'il est, Yannick Bestaven, ça va coûter un petit peu cher en frais de transport cette affaire là, pour Maître Coq. On passe à Antoine Cornic. Antoine Cornic qui a eu un petit souci de cloison sur son bateau. Il disait que son bateau était parti en survitesse dans le vent. Donc il a passé du vent assez fort. Et donc le bateau est passé en survitesse. Et quand il est passé en survitesse, en fait, il a fait une sorte de gros planté. Il a entendu un gros crack dans le bateau. Et en fait, c'était une cloison, donc un peu le fond de coque qui a commencé à se détacher
légèrement, de ce que j'ai compris. Donc il a mis un étai. Donc un étai, c'est comme ce que vous pouvez voir sur certaines maisons anciennes, hein, c'est-à-dire qu'on met des poutres extérieures. Je sais pas si certains se souviennent d'un sketch de Sylvie Joly avec les poutres extérieures. Et donc c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que vous mettez une poutre à l'intérieur de la maison, enfin à l'intérieur du bateau, pardon, pour maintenir le bateau, pour pas qu'il se déforme, pour pas qu'il y ait de problèmes structurels. Et puis il a fait donc un peu de stratifié pour tenter de rectifier le tir, mais forcément ça veut dire une perte de temps, une perte de vitesse également, hein, parce que pour pouvoir réparer tout ça, ça prend toujours beaucoup de temps. On poursuit avec Isabelle Yoshke. Du côté d'Isabelle Yoshke, ce qui me fait sourire, c'est parce que vous n'avez pas, mais le chat a décidé d'aller dans la litière juste avant que j'enregistre. Et vous n'avez pas l'odeur, mais moi j'ai l'odeur maintenant. Et il y a un bel effet qui se coule. Cette vidéo va être très sympathique, surtout qu'en plus j'ai pas très bien dormi cette nuit, donc ça va être formidable. C'est formidable. On poursuit avec Isabelle Yoshke. Donc Isabelle Yoshke qui pourtant va vite. Alors c'est presque miraculeux qu'elle aille vite, parce qu'elle a cassé un foil, Isabelle Yoshke, sur son bateau, foil tribord. En fait, elle a eu très peur, Isabelle Yoshke, parce que sa quille pendait, et d'un coup elle a entendu un crack, et elle s'est dit ça y est, c'est ma quille qui a refait des siennes comme il y a 4 ans. Ce qui lui était arrivé sur la remontée juste après le Cap Horn, ça lui était arrivé 1 jour ou 2 jours après le Cap Horn, alors qu'elle avait vraiment un super rythme à ce moment-là. Et là, elle s'est dit c'est bon, c'est de nouveau la même chose. Voilà, j'ai de nouveau ma quille qui se barre et va falloir que j'abandonne. Et en plus, presque au pire endroit du monde parce que ils sont pas très loin du point d'Emo. Et en fait, elle a dit, elle a presque eu de la chance, qu'en fait c'est que le foil. Elle disait bon, c'est quand même un problème du côté de son foil parce que ça lui nique son rythme de course et qu'elle sait que ça va être compliqué pour aller vite. Parce qu'elle le disait, en fait, le problème du foil, c'est que ça participe certes à la performance, mais aussi à l'équilibre du bateau. Et là, elle disait très clairement, elle va faire des nuits blanches quand il va y avoir des tempêtes parce que elle sera obligée de rester dans certaines conditions sur le pont parce que le bateau sera extrêmement instable. Ce qu'elle a dit, en fait, comme on a mis des foils sur le bateau, on a allégé la quille. Ce qui fait que la quille, en fait, ne suffit plus à stabiliser le bateau. C'est-à-dire que normalement, un IMOCA, c'est bien conçu. C'est-à-dire que, en gros, un IMOCA, vous avez donc la coque, et au-dessus, vous avez la quille. La quille est à peu près à 4,50 m sous le bateau. Et la quille pèse 3 tonnes. C'est-à-dire, grosso modo, c'est pas comme un iceberg, mais pas loin. C'est-à-dire que la quille est très lourde par rapport au poids du bateau. Donc, ce qui permet, en fait, de vraiment stabiliser le bateau. Donc, ce qui permet vraiment d'éviter de chavirer. En fait, c'est très dur de chavirer avec un IMOCA, sauf quand on perd la quille, où là ça se transforme en dériveur, et donc ça devient un gros dériveur, donc ça devient plus facile. Mais en fait, c'est très compliqué de chavirer avec un IMOCA parce que vous avez cette quille. Et normalement, cette quille, elle permet de stabiliser le bateau. C'était le problème qu'avaient les bateaux du Vendée Globe dans les années 90. Notamment l'édition 96-97, parce que c'était des bateaux qui n'avaient pas de quille à l'époque. Donc c'était des gros dériveurs. Et on a instauré la quille pour améliorer la stabilité des bateaux et éviter les chavirages qui ont coûté la vie à pas mal de concurrents. Enfin, quelques concurrents sur le Vendée Globe, parce qu'il y a quand même eu moins de morts sur le Vendée Globe que sur un Dakar notamment. Mais ça a quand même coûté la vie à pas mal de monde. Et ce qui fait qu'on a donc instauré les quilles pour éviter les gros chavirages, même si ça arrive encore, hein, notamment je pense à Jean Le Cam, à qui c'est arrivé, notamment sur la remontée de l'Atlantique Sud, juste après le Cap Horn aussi, ça lui est arrivé. Et donc, le problème c'est que maintenant, avec les bateaux à foil, comme on considère que les foils ça stabilise un petit peu le bateau, on a allégé les quilles, parce que les quilles c'était très lourd. Et le problème c'est que maintenant la quille elle supporte plus le poids du bateau, donc ça veut dire qu'elle peut chavirer. Et le risque, c'est ça, c'est de chavirer. Et chavirer, c'est pas loin d'être l'un des pires trucs sur un bateau. Parce que donc, ça veut dire chavirer, le bateau se retourne complètement. En sachant qu'avec les ponts, le bateau est très stable à l'envers. Donc c'est impossible de le relever, hein, c'est impossible de le remettre droit. Ça veut dire qu'en plus, vous perdez le mât, enfin vous perdez tout. Et qu'il faut se mettre dans une zone de survie qui est conçue dans ces bateaux IMOCA. C'est-à-dire que vous avez une zone de survie où vous avez une trappe où vous pouvez normalement sortir si le bateau chavire. C'est testé même par les jaugeurs.
quand on fait la jauge, on teste ces équipements-là de sécurité pour ces bateaux-là. Et donc du côté d'Isabelle Duchesque, bah, le risque c'est de chavirer. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'on est obligé de mettre des concurrents pour vous aider. Et ensuite, pour sortir, ça devient extrêmement complexe pour sortir du bateau. Il faut essayer de réussir à être à cheval sur le bateau, mais si vous êtes dans une situation de mer compliquée, ça peut être dur. Donc c'est vraiment le pire. Alors en plus, comme les emmerdes, comme dirait Clarisse Kramer, la loi de Murphy, ou moi comme je dirais, c'est-à-dire que les emmerdes, ça vole souvent en escadrille. C'est-à-dire que du côté d'Isabelle Duchesque, elle a pété son foil. Mais elle avait bien un problème au niveau de sa quille, c'était un problème de capteur de quille, donc c'est pour ça qu'elle avait l'impression que son bateau ne fonctionnait pas droit, qu'il avait des angles qui n'étaient pas corrects, c'est-à-dire que son angle de gîte n'était pas bon à son bateau. Et puis en plus, il y a un rail d'écoute qui a pété au niveau de sa grand voile. Et ce qui fait que sa grand voile a commencé à se déchirer. Donc c'est vrai que là ça a été 24 heures, assez compliqué, on va pas se mentir. Pour Isabelle Duchesque, donc ça a été une grande journée difficile. Elle sait à partir de maintenant que son rythme de course va être moins bon, donc elle était aussi un petit peu peinée, mais en même temps elle était soulagée que c'était pas la quille. Vraiment, quand je l'ai entendue en vacation ce matin, tu sens bien qu'elle était soulagée que c'était pas la quille, parce que 2 fois le même problème, c'est un peu beaucoup. Et puis bon, là elle sait qu'elle peut encore finir le Vendée Globe. Un problème de quille, tu peux pas finir. À part si, encore une fois, tu as dépassé le poteau noir et que tu es vraiment sur la fin de course. Ou tu es sur l'Atlantique Nord, ou tu peux commencer à te dire, bon, je peux faire 1 ou 2 nuits blanches vraiment pendant 24 heures, ou en cas de problème, je peux quand même être secouru, sans trop de difficultés, on va dire, dans l'Atlantique Nord. Ça peut être une réflexion de prendre. Tu peux prendre des risques dans l'Atlantique Nord que tu ne peux pas prendre dans l'Atlantique Sud. C'est aussi le problème d'un Yannick Bestaven. Si Yannick Bestaven il a le même problème au niveau du poteau noir, il finit la course Bestaven. Sauf que en passant des mauvaises nuits, mais il finit la course. Sauf que le problème, c'est que là, il est trop loin de l'arrivée, et donc c'est un trop gros risque de finir dans cette situation-là. Donc voilà la journée d'Isabelle Duchesque qui a été assez compliquée, mais vous voyez qu'elle avance quand même vite parce qu'elle avance plus vite que ses petits camarades autour d'elle. Et puis on termine avec Jérémy Bayou. Là aussi, mauvaise nouvelle pour Jérémy Bayou. Bon, déjà il a perdu 2 places, parce que hier je crois qu'il était 5e, Paul Meillat l'aurait passé devant. Mais surtout du côté de Jérémy Bayou, eh bien, un début de feu électrique. Il a... attendez, j'ai noté, parce que c'était le terme, un faisceau électrique, voilà, qui a pris feu à l'intérieur de son bateau. Donc là aussi, c'est un gros risque, parce que je rappelle, ce sont des bateaux carbone et ça peut s'embraser très vite. Demandez à Fabrice Amédéo, ça lui était arrivé. C'est comme ça qu'il a perdu son précédent bateau, Fabrice Amédéo. Et donc, du côté de Jérémy Bayou, eh bien voilà, donc un problème de faisceau électrique. Donc il a réussi à arrêter le problème, parce qu'il dit que ça ne se déroule en fait que lors des charges, donc que quand le moteur est allumé. Mais il a dit quand la prochaine fois qu'il va faire une charge, il va être obligé de rester éveillé à ce moment-là pour contrôler que tout se passe bien. Il disait que là il y avait de la fumée dans tout le bateau, enfin c'était un bordel sans nom du côté de Jérémy Bayou. Donc voilà, ça faisait partie des petites réparations qu'il avait à faire. Antoine Cornic aussi, il devait faire des petites réparations autres que sa cloison. Et il en profitait du fait qu'il y avait peu de vent, notamment monter de nouveau au niveau du mât pour contrôler que tout fonctionne correctement. Donc il y avait une montée au mât qui était prévue du côté d'Antoine Cornic. On regarde la tête de course pour le moment, avec donc Johan Richomme qui est en tête, mais avec seulement 1,008 d'avance sur Charlie Dallain. En fait, Charlie Dallain va un peu plus vite que Johan Richomme, mais vous voyez, les moyennes des 2 concurrents sont extrêmement faibles. Ça nous rappelle un peu la zone de Molle avant le poteau noir, parce que je pense que ça faisait depuis longtemps qu'ils n'avaient pas eu des journées aussi lentes, et encore ils n'avaient pas eu forcément des journées très lentes dans cette zone de Molle avant le poteau noir, parce qu'ils avaient contourné la zone de Molle. Ils faisaient partie des concurrents qui étaient partis plein ouest. Mais là, les vitesses, elles sont vraiment réduites. 145 000, 147 000 seulement pour Johan Richomme. C'est vraiment rien. Vous voyez, sur les 4 dernières heures, 13 000 seulement. Bah oui, mais regardez vraiment sa vidéo. Vous allez voir que là, c'est pas un problème technique. Vous allez voir qu'il est vraiment dans une zone sans vent.
Donc c'est vraiment extrêmement compliqué. Charlie Dalin, c'est quand même pas beaucoup mieux sur les 4 dernières heures. Ils ont la même vitesse. Ouais, quasiment la même vitesse. 12,9 d'un côté, 14,2 de l'autre. Donc c'est vraiment très lent. Et ce qui fait que l'écart se stabilise entre les deux. Mais on est reparti. Alors quasiment, comme on dirait en cycliste, comme dirait ainsi Eric Guimard, quasiment au kilomètre zéro, mais c'est quasiment un point zéro de la course, parce qu'on est reparti, il n'y a jamais eu de grands écarts entre les deux, hein, mais c'est quasiment un point zéro, et ça va peut-être être un point zéro avec Sébastien Simon, parce que celui qui est en train de tirer les marrons du feu de cette situation, c'est Sébastien Simon. Parce que jusqu'il y a encore 4 heures, au point de 11 heures, c'était le concurrent sur les 24 dernières heures qui avait fait le plus de 1000. Je crois que ça a un peu changé depuis qu'il y a quelqu'un qui lui est passé devant. Voilà, oui, il y a un concurrent qui lui a passé devant, même un concurrent en dérive droite, on y reviendra dessus. Et Sébastien Simon, c'est pas évident, quoi, quand même, aussi pour faire avancer son bateau depuis quelques heures. Mais il arrive toujours à avoir un peu plus de vent que ses petits camarades. Et surtout, pourquoi il a repris beaucoup de retard parce que hier, on était plutôt aux alentours de 550 000. Si on regarde jour 49, on était à 533 000. Pourquoi désormais il n'y a plus que 253 000? Alors déjà, il y a eu le vent, ça certes, c'est clair et net. Mais aussi, il y a un phénomène, il est plus proche de la route idéale que ses deux petits camarades. Vous voyez, il est quasiment sur la marque en pointillé, là, sur la ligne rouge, qui est la ligne retour. C'est-à-dire qu'il est quasiment sur la route idéale, ce qui n'est pas le cas de Charlie Dalin et Johan Richomme, qui sont assez loin de cette route idéale, ce qui veut dire encore une fois qu'il est plus proche du but que... Enfin, il est plus proche du but. Le fait d'être plus proche de la route idéale le rapproche du but beaucoup plus que s'il était dans la position d'un Charlie Dalin ou d'un Johan Richomme au niveau est-ouest. Comme on fait le classement par rapport à la distance au but, eh bien, ça permet à Sébastien Simon de revenir très vite et de refaire énormément son écart. En réalité, son écart est un petit peu plus important que ça. Mais là, comme encore une fois, la situation climatique est loin d'être facile, eh bien, ça lui permet de se rapprocher. Thomas Ruyant, lui, il avance pas beaucoup plus vite en fait que les hommes de devant. Il est à 236 000. Alors là, ça fait depuis 4-5 heures qu'il a retrouvé du vent. Donc je dirais dans les 24 prochaines heures, ça va aller un petit peu plus vite pour Thomas Ruyant, qui a eu la bonne surprise d'avoir la Royal Air Force qui lui est passée au-dessus de lui. Il a pu parler en VHF avec la Royal Air Force. Alors pourquoi la Royal Air Force? Parce qu'il n'est pas passé très loin des îles Malouines. Alors je sais pas, alors, vraiment là, je crois que les îles Malouines, ça doit être ça. Hein. Il n'est pas passé très loin des îles Malouines. Et en fait, les îles Malouines, alors ça a été une grosse guerre avec l'Argentine. Ça, l'Argentine et l'Empire britannique, la Grande-Bretagne, ont eu une grosse guerre, notamment dans les fins des années 70, début des années 80, sur les îles Malouines. Et donc, comme il n'est pas passé très loin des îles Malouines, eh bien, il a eu la bonne nouvelle d'avoir la Royal Air Force qui passait au-dessus de lui. C'est peut-être également le cas pour le petit groupe de derrière. Avec celui qui fait la bonne opération du jour, avec ce ralentissement de la flotte, c'est Biotherm, Paul Meillat. Et oui, Paul Meillat qui était 9e, 8e ces dernières heures, qui a réussi à remonter tout le monde. Alors, on va suivre ça. Parce que Paul Meillat, hop là, on va revenir. Voilà, hier, 15h, Paul Meillat, il commençait déjà un petit peu à se rapprocher, mais il est avec Boris Herrmann. Et si on compare, Boris Herrmann, c'est ce bateau-là, Paul Meillat, c'est ce bateau-là. Et on va voir la différence de vitesse d'un Paul Meillat par rapport à un Boris Herrmann qui est passé très près, donc c'est de ces îles Falkland, et qui a réussi à réaccélérer un petit peu, à retoucher un petit peu devant à un moment. C'est ce qui lui a permis de passer devant Lunven et Bayou. Mais bon, 270 000 de parcouru. Puis surtout, le problème, alors, il est repassé devant parce que voilà, il est plus proche aussi de la route idéale que ses petits camarades. Mais vous voyez qu'il n'arrive pas à aller beaucoup plus vite en fait, qu'un Boris Herrmann, qui pourtant n'est pas très bon dans les zones de transition. Et c'est presque Sam Goodchild qui va le plus vite en ce moment en termes de vitesse. Par contre, Sam Goodchild, 11.1, 11.7, il n'est pas beaucoup plus rapide par rapport à la VMC, par rapport à la route idéale au niveau du vent, enfin ce fameux système qui est un peu plus précis, on va dire, que la vitesse de nœud, cette vitesse VMC. Et puis Justine Métro qui s'accroche à ce groupe-là, mais qui a du mal à tenir un petit peu la cadence, Justine Métro, parce que par rapport à Sam Goodchild, il y a quand même quasiment 100,
Ouais, il y a un bon 80 000 d'écart quand même maintenant. Faudrait pas que ça s'agrandisse trop. Donc derrière, le match Kremer-Dutreux. C'est vrai que Benjamin Dutreux, il a quand même bien profité des problèmes techniques de Clarisse Kremer pour remonter. Prendre la 11e place aussi grâce à l'abandon de Yannick Bestaven. 383 000 de parcourus quand même pour Benjamin Dutreux, avec un rythme pour ces deux bateaux-là qui va accélérer, je pense, avec le passage du front. Donc ça va être tonique dans les prochaines heures. Et ensuite le Cap Horn, on espère, sans trop de dégâts pour Clarisse Kremer et Benjamin Dutreux. Et ensuite, eh bien, vous avez Samantha Davis. Samantha Davis qui a parlé de son option Nord. Eh bien non, c'est vraiment un mauvais choix stratégique de sa part. C'est pas dû à son problème électrique, c'est pas dû non plus à donc aussi à un choix d'être loin de la zone d'exclusion arctique à cause de ce problème électrique, pas du tout. En fait, elle a dit, Samantha Davis, que quand elle a fait ce choix-là de monter plus nord, donc de faire un choix différent de Clarisse Kremer notamment, c'est parce qu'elle pensait que la situation serait beaucoup plus dure par la trajectoire directe, donc en restant sud, que la route serait extrêmement compliquée, en gros. Voilà, c'est ce qu'elle disait Samantha Davis. Et donc, il serait plus favorable de passer par une voie nord qui était une voie, on va dire, plus sécure, avec des conditions, une voie bon marin, on va dire, avec des conditions de mer qui étaient moins dures. En réalité, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Elle a eu en fait 7 à 8 nœuds de creux, donc c'est un peu comme Johan Richomme quand il avait choisi l'autre option, et qu'en fait il avait eu des conditions plus dures que Sébastien Simon et que Charlie Dalin au niveau du Pacifique. C'était à la fin de l'Indien, je crois, c'était même au niveau de l'Indien plutôt, cette situation-là. Et bien, avant l'Australie, avant le Cap Lewin, et ben Samantha Davis, c'est un peu la même chose qui lui est arrivée. C'est-à-dire qu'entre l'affiché et les fichiers et la réalité, il y a eu des grandes différences. Et ce qui fait que Samantha Davis, eh bien, elle se retrouve dans une situation où elle se retrouve à avoir pas des conditions idéales, loin de là, donc un peu déçu, voilà, Samantha Davis, de cette situation-là, et ça n'a pas du tout marché, voilà, elle le disait, voilà, bon, ça a été une erreur stratégique, et elle pensait surtout que normalement, au sud, il devait avoir de la molle à un moment, et cette zone d'anticyclone n'est jamais arrivée, cette zone de basse pression, ou de haute pression, je ne sais jamais les anticyclones, mais ça n'est jamais arrivé, donc ce qui fait que Samantha Davis, elle s'est retrouvée bloquée dans l'affaire, donc déçue. Puis bon, elle voit que Clarisse Kremer a maintenant 270 000 d'avance, donc c'est vrai que ça fait un petit peu mal au moral, même si c'est encore reprenable du côté de Samantha Davis. Derrière, Romain Attanasio, Damien Seguin ont un peu du mal à avancer avec une mer qui a été forte sur ces dernières 24 heures. Ils se sont pris du gros vent. Si on prend un petit reboot, la dépression leur est passée dessus un petit peu. Voilà. Et donc, ils ont eu du vent extrêmement fort, ce qui a permis à Jean Le Cam de se rapprocher. Jean Le Cam qui est en bordure de top 15 et qui va très vite parce que eux, ils n'ont pas été sur des moyennes exceptionnelles dans ce vent dur. Alors que Jean Le Cam, lui, a pu aller plus vite, quasiment 380 000 de parcouru pour Jean Le Cam. Et surtout, Jean Le Cam, il va plus vite qu'Alan Roura et que Giancarlo Pedoté. Par contre, comme je le disais, malgré tous ces problèmes techniques, eh bien, Isabelle Joschke a fait 390 000 quand même sur les 24 dernières heures. C'est donc plus que les 365 d'Alan Roura. C'est plus également que les 356 de Giancarlo Pedoté. Derrière, Benjamin Ferré s'était un petit peu échappé dans la bataille des poursuivants du côté des bateaux à dérive rade, sauf que ça revient de l'arrière. Et notamment, ça revient de l'arrière. Alors vous allez me dire 290 000 de parcours seulement pour Benjamin Ferré. Oui, mais du vent un petit peu plus faible. Tanguy le Turquet a été un petit peu plus vite, ce qui est là est la bonne surprise pour lui, parce que c'était loin d'être évident il y a encore 24 heures qu'il arriverait à aller un petit peu plus vite. Et puis surtout, c'est Éric Bellion. C'est le bateau le plus rapide sur les 24 dernières heures, Éric Bellion, qui était plutôt content et qui disait « Là, je suis au maximum de mes capacités physiques. C'est-à-dire, je ne peux pas faire plus avec le bateau. Je donne tout,
Voilà, je suis au maximum, je ne suis pas en capacité d'aller au-delà pour le moment avec le bateau. Mais lui qui avait eu pas mal de problèmes sur sa première partie de course, hein, Eric Bellion, il y a eu des petits soucis techniques dans la descente de l'Atlantique et le début d'océan Indien. Et bien là, il a réussi à bien améliorer les choses. Il avait eu notamment un passage du Cap de Bonne-Espérance qui avait été très compliqué avec des gros problèmes techniques. Et bien là, il a bien réussi à rectifier le tir, Eric Bellion. Et ça va vite avec Standard One Altavia. Je rappelle que c'est le sister ship, c'est-à-dire que c'est à peu près le même bateau que celui de Jean Le Cam. C'est-à-dire que la base du bateau est la même. Voilà, c'est ça un sister ship, c'est un bateau sœur, voilà, tout simplement. Traduction française. Et donc voilà, c'est deux bateaux qui sont sur la même base. Ensuite, il y a juste quelques modifications légères entre ces deux bateaux et les équipes de préparation qui ne sont pas les mêmes. Arnaud Boissière également va très vite. Belle course depuis quelques jours d'Arnaud Boissière. Alors il profite du fait que la mer est plate. Donc pour les bateaux à feuilles, ça leur permet un petit peu de voler au-dessus de l'eau, au-dessus des vagues, et ça leur permet d'aller vite. Donc ça, c'est plutôt pas mal du côté d'Arnaud Boissière, qui s'est fait un petit café. Il a une petite cafetière, je savais pas que ça existait ça aussi, une petite cafetière, je pense à pile ou à batterie un peu USB, Arnaud Boissière, et ça lui permet de faire du café dans son bateau, de se faire un petit expresso. Il disait... Bah oui, parce que dans le café, le meilleur, c'est la mousse. Et je suis d'accord avec lui. Enfin, moi, je n'aime pas le café. Hein, mais c'est vrai que... Voilà, dans un chocolat chaud, moi j'adore les chocolats chauds, le meilleur, c'est la mousse. On est d'accord là-dessus. C'est ça le plus marrant. C'est pas la boisson en elle-même, c'est la mousse qu'on recherche. Et ben, c'est pareil pour le café du côté d'Arnaud Boissière. Et puis, on poursuit avec Kojiro Shiraishi. Donc, toujours pas d'aft pour Kojiro. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour du côté de Kojiro Shiraishi, qui a arrêté d'avoir des afts. Il n'en a plus qu'un petit, mais il disait qu'en fait, c'est un truc habituel chez lui. Et que les afts, il les garde 2 à 3 semaines. Et qu'ensuite, ils deviennent extrêmement gros. Et ce qui fait que ça l'handicape vraiment énormément. Et donc, Kojiro Shiraishi, c'était un vrai problème, ces afts. Donc là, il a plus d'afts. Et ça lui permet donc de remanger des soupes chaudes. Les soupes japonaises, est-ce que c'est une soupe miso même, qui est un peu la spécialité des soupes japonaises. Donc du côté de Kojiro Shiraishi, je pense qu'il doit avoir des soupes miso, parce que normalement c'est un petit peu le petit déjeuner traditionnel japonais, la soupe miso. Et puis derrière, on a toujours Conrad Coleman. C'est vrai qu'on en parle peu de Conrad Coleman, mais Conrad Coleman, je rappelle, avec un bateau assez innovant, bateau équipé de panneaux solaires, d'hydrogénérateurs. L'idée est d'utiliser zéro énergie fossile pour son Vendée Globe. Donc c'est quand même une contrainte, notamment dans les mers du Sud, parce qu'il en avait parlé en interview, Conrad Coleman, il disait dans les mers du Sud, comme on a beaucoup de nuages, comme on a peu de soleil, les panneaux solaires, comme il y a beaucoup de nuages, ils ont du mal à récupérer l'énergie du soleil qui permet aux panneaux solaires de récupérer de l'électricité. Ce qui fait qu'il disait que lui, dans les mers du Sud, il faut qu'il réfléchisse énormément à comment utiliser quel outil électrique sur son bateau, notamment le désalinisateur, parce qu'il dit grosso modo, il faut qu'il l'utilise quand il y a le plus d'énergie qui arrive dans les panneaux solaires, et que dans les mers du Sud, le désalinisateur, ça n'allait pas être évident à utiliser, parce que ça consomme beaucoup d'énergie, un désalinisateur, et donc ça allait être compliqué. Et il disait qu'il fallait qu'il réfléchisse tout le temps à comment utiliser certains outils, et ce qui fait qu'il ne peut pas notamment utiliser un désalinisateur en pleine nuit. Lui, il ne peut pas le faire. Donc il faut vraiment qu'il réfléchisse à ses réservoirs d'eau. C'est toute une réflexion, mais qui est intéressante. Et de toute manière, le Vendée Globe va tendre plutôt là-dessus, au niveau de la classe IMOCA, parce qu'on va essayer d'avoir des bateaux pas forcément de plus en plus rapides, mais qui ont un coût carbone le moins grand possible. Et ça va être le cas des nouveaux bateaux pour 2028, où les nouveaux bateaux devront avoir un coût carbone plus faible que les derniers bateaux de 2024 ou les bateaux de 2020. Et je pense que ça va plus aller vers ça, la nouvelle réglementation IMOCA, plutôt que d'avoir des bateaux qui puissent voler, notamment au niveau de leur safran. Je pense qu'on part plutôt sur des bateaux un peu plus écolos et avoir un impact sur l'environnement qui soit le plus faible possible. Et on le voit donc avec Oliver Air qui est un petit peu en avance. Guirec Soudé, lui, perd un petit peu de temps pour le moment. Mais encore une fois, il est dans du vent plus faible. Et Guirec Soudé, on s'en est aperçu quand même sur ce Vendée Globe,
autant il est fort quand le vent est important, autant il a un petit peu plus de mal quand le vent est un petit peu plus faible. Donc ça le handicape un petit peu en ce moment du côté de Guirec Soudé. Et puis on passe donc à Oliver Air. Alors c'est terrible, Oliver Air, il fait pas de vidéo, donc j'ai rien à dire sur Oliver Air le Suisse, à part que je trouve ça vraiment bien qu'il soit encore là. Mais c'est vrai qu'Oliver Air, j'ai dû voir 4 vidéos d'Oliver Air depuis le début en 50 jours. Donc j'ai vraiment rien à vous dire. Il n'y a pas eu vraiment d'annonce comme quoi il avait eu des problèmes techniques. Il n'a pas fait de vacations, parce qu'en plus les vacations, ils favorisent plutôt les concurrents francophones sur les vacations. Donc j'ai vraiment aucune info sur Oliver Air. Donc c'est pour ça que je n'en parle pas plus. Des fois, c'est pas par manque d'envie ou par manque de temps, parce que j'évite que les vidéos fassent 55 minutes aussi. Mais parfois, c'est seulement que j'ai absolument rien à dire. Du côté d'Antoine Cornic, ça reste compliqué. Hein, encore une fois, il a du mal à faire avancer son bateau. Il tombe souvent dans des zones de molle, donc c'est un petit peu compliqué pour le moment. Mais bon, c'est la vie. Et je trouve qu'Antoine Cornic, il accepte tout bien. Ce qui n'est pas toujours facile. C'est aussi le cas de Johan Richomme dans la remontée de l'Atlantique Sud, parce qu'il ne faut pas paniquer dans la remontée de l'Atlantique Sud, parce que c'est lent. De base, c'est lent la remontée de l'Atlantique Sud, et il ne faut pas paniquer quand vous avancez pas, parce que c'est normal en fait de ne pas avancer à certains moments dans l'Atlantique Sud, et de vous faire plutôt rattraper par l'arrière. Mais du côté d'Antoine Cornic, je trouve qu'à chaque fois, il reste très calme. Son objectif, c'est de finir. Alors, on l'a compris, avec Human Immobilier, avec le plus ancien bateau de la flotte. S'il arrive à faire ça, c'est déjà une grande perf. Parce que ça reste un concurrent qui a quand même peu d'expérience en IMOCA, qui a peu de moyens aussi dans cette catégorie-là. Et réussir à faire ça, on pourra tous l'applaudir. De toute manière, comme je dis toujours, un Vendée Globe, c'est déjà fort de le finir. C'est comme un Dakar. C'est pas un truc anodin. On n'est pas sur un... C'est un truc de... Enfin, pour lui, ça va être 85 jours, 90 jours de course au moins. C'est-à-dire réussir à finir une course comme celle-là, c'est quand même assez formidable dans la vie d'un marin. Et puis derrière, on retrouve donc toujours le duel Manuel Cousin, donc le copain de café d'Arnaud Boissière, 324 000. Je rappelle qu'il y a Coup de Pouce, c'est une association. C'est vrai que je n'ai pas parlé d'Initiative Cœur, mais c'est une association. Coup de Pouce, c'est aussi une association. C'est un projet associatif autour du bateau de Manuel Cousin. Donc c'est important aussi de parler de Manuel Cousin, parce que voilà, on a parfois des projets avec des associations. Donc voilà, Manuel Cousin, Coup de Pouce, 324 000, ce qui est pas mal, hein. On voit qu'ils ont des conditions qui sont plutôt bonnes. Amédéo, pas d'informations nouvelles au niveau de ses côtes. Isabelle Yoshko aussi a dit qu'elle avait eu une petite côte un peu fracassée, un petit problème thoracique. Pas d'informations supplémentaires du côté de Fabrice Amédéo. Voilà, 315 000 de parcouru, donc il est à peu près sur les moyennes de Manuel Cousin, donc avec des bateaux qui sont de génération proche. Ça veut dire que ça avance quand même. Et puis Denise Van Winberg, qui a fait un beau message pour le jour de l'an sur D'Ieteren Group. Parce que voilà, il n'a pas oublié les gens qui sont seuls, les gens qui sont dans la solitude et qui ne choisissent pas la solitude, parce qu'il disait un Vendée Globe, tu choisis d'aller dans la solitude, donc tu ne te plains pas d'être seul parce que c'est une solitude choisie. Alors que il disait que parfois vous avez des personnes qui ne voient pas des gens pendant 4, 5, 6 jours, et ça, c'est pas de la solitude choisie. Et donc cette solitude-là et cette entrée dans le Pacifique lui faisait penser à ça. Et puis Jing Kunshu était tout content de rentrer dans le Pacifique. Il était heureux, il était content avec son bateau. Le concurrent chinois qui est toujours là, 32e. On regarde les statistiques sur les 24 dernières heures du côté de ce Vendée Globe. Éric Bellion, donc, qui a fait le plus de 1000 en 24 heures, juste devant Sébastien Simon. On retrouve ensuite Kojiro Shiraishi, donc très belle journée du japonais, devant Isabelle Yoshke, Benjamin Dutreux, Arnaud Boissière, Jean Le Cam, qui complète ce classement, Samantha Davis, Conrad Coleman et Alan Roura. Du côté de l'écart entre le leader et le dernier concurrent, c'est 14 000 km désormais, entre Johan Richomme et Denise Van Winberg. Les 3 derniers sont à plus de 7000 milles de Johan Richomme. Et puis, on est toujours en avance sur le record avec 2529 km d'avance pour Johan Richomme par rapport à Armel Lecléache. Donc, l'écart s'est un petit peu
stabiliser, en sachant qu'avoir seulement 10% d'abandon sur un Vendée Globe, eh bien c'est toujours un record. Après 50 jours de course, c'est le taux d'abandon le plus faible de l'histoire de ce Vendée Globe. On regarde tout de suite le trophée Jules Verne, ça avance très vite en ce moment du côté de Sodebo, avec désormais 600 000 d'avance par rapport à Francis Joyon. Et bien pourquoi 600 000 d'avance? Hop là, cette petite dépression qui va le catapulter le bateau jusqu'au cap de Bonne-Espérance. Un petit peu comme les premiers du Vendée Globe, eh bien c'est le même schéma qui s'applique. Donc ça va le catapulter dans les prochaines heures et l'objectif ça va être de tenir cette dépression le plus longtemps possible avant d'enchaîner avec la prochaine. Donc ça permet à ce bateau-là d'aller très vite avec une moyenne quand même de quasiment 800 000 de parcourus sur les 24 dernières heures. Je rappelle que le record c'est 891 000 je crois du côté de Francis Joyon, donc c'est vraiment très bien avec Sodebo. Je rappelle 7 concurrents à l'intérieur du côté d'SVR. Pour l'instant, on reste à Concarneau. Pas de nouvelles tentatives de départ, pas de nouvelles informations, même du côté d'SVR, Lazartigue. Donc 600 000, c'est-à-dire un peu plus de 1100 km. Ça commence à faire, je dirais, 18 heures d'écart par rapport au record, 18-20 heures, si ça avance très vite. Donc ça commence à être très intéressant. Voilà, et puis la situation météo qui va être assez stable dans les prochaines heures, parce que même l'arrière de la dépression, vous voyez, il y a encore pas mal de vent pour avancer, avec assez peu de vagues en plus. Donc ça, c'est vraiment des conditions idéales pour rentrer dans l'océan Indien. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc demain, pas de vidéo normalement du côté du Vendée Globe. Par contre, il y aura une vidéo top 10 de fin de saison. Cyclisme, ça sera le top 10 des coureuses françaises, parce que j'avais pas la possibilité de programmer cette vidéo à un autre moment. Et puis bien d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. Je vous souhaite de bonnes fêtes et une bonne année avec un petit peu d'avance. Et puis nous, on se retrouve désormais soit en 2024 pour ceux qui verront la vidéo sur le top 10 cyclisme, et pour le Vendée Globe, on se retrouvera en 2025. Allez, ciao ciao!